On est le 1er janvier 1804. Haïti proclame son indépendance et ça, c'est un séisme. C'est la toute première république noire libre du monde. Et à sa tête, il y a un homme, une légende, Jean-Jacques Dessalines. C'est le général qui a mis à genoux la puissante armée de Napoléon. Et pourtant, à peine 2 ans plus tard, ce même héros est assassiné. Et pas par n'importe qui, par ses propres lieutenants. Alors comment est-ce que le libérateur a pu devenir l'ennemi à abattre? C'est l'énigme qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. La fin de Dessalines est d'une brutalité sans nom. Le 17 octobre 1806, il tombe dans un guet-apens au Pont-Rouge. Son corps est découpé en morceaux, mutilé et juste laissé là, abandonné dans la rue. Et il aurait fini dans une fosse commune, purement et simplement, s'il n'y avait pas eu le courage immense d'une femme, défilée. Beaucoup la traitaient de folle, mais c'est elle et elle seule qui a osé ramasser ses restes ensanglantés dans un sac pour lui offrir une sépulture digne. Une image absolument terrible. Cette scène, elle est tellement forte qu'elle pose une question fondamentale. Comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, il faut remonter à la naissance même d'Haïti. Il faut regarder de près cet héritage complètement fracturé que la nation portait en elle, dès son tout premier jour. Voilà, on y est. Dès 1804, dès l'indépendance, la nouvelle nation naît avec une division interne très profonde. Une véritable fracture qui, on va le voir, allait absolument tout définir pour la suite. Alors, pour faire simple, il y avait 2 camps. D'un côté, les anciens libres, c'était surtout l'élite mulâtre, des gens qui étaient déjà libres avant la Révolution. Eux, ils disaient « les terres des colons français nous reviennent, c'était nos pères, c'est une question d'héritage ». Et de l'autre côté, les nouveaux libres. Là, on parle de l'élite militaire noire, d'anciens esclaves devenus généraux. Leur argument était simple, la terre, elle appartient à ceux qui l'ont conquise par la force des baïonnettes. On a donc 2 nouvelles oligarchies qui se forment et toutes les 2 veulent la même chose, le contrôle de la principale richesse du pays, c'est-à-dire la terre. Et là arrive le grand paradoxe. Ces 2 groupes, qui sont rivaux sur tout, vont pourtant s'entendre sur un point crucial. Pour que le pays continue à produire, pour que les richesses continuent à rentrer, il faut maintenir le travail forcé. C'est ce qu'on a appelé le caporalisme agraire. En gros, l'armée était utilisée pour obliger les anciens esclaves à retourner travailler dans les plantations. Tout ça, bien sûr, au profit de cette nouvelle élite. Donc, pour la grande majorité de la population, la liberté, elle n'avait pas vraiment le bout de la propriété, loin de là. Et c'est précisément là que Dessalines va jouer un rôle dangereux. Il n'est plus seulement le général victorieux, il devient un véritable penseur révolutionnaire. Et il va s'attaquer de front à ce nouvel ordre qui est en train de se mettre en place. Son premier coup est purement idéologique, mais d'une puissance folle. Dans la Constitution de 1805, il fait inscrire quelque chose de radical. Tous les Haïtiens, peu importe leur couleur de peau, seront désormais appelés noirs. L'objectif est clair, il veut dynamiter les préjugés de couleur hérités de la colonisation qui sont en train de déchirer la nation. Il veut forger une identité unique, un bloc. Et puis, il enchaîne, il lance un défi direct aux élites qui s'accaparent les terres. Il leur pose une question terrible, une question qui frappe juste. Et les pauvres Noirs dont les pères sont en Afrique, ils n'auront donc rien? Là, c'est limpide. Il se positionne clairement du côté du peuple, des masses qui n'ont rien reçu. Il ne remet pas seulement en cause leur richesse, il remet en cause sa légitimité même. Sauf que Dessalines ne s'arrête pas aux mots, il passe à l'action. Il ordonne une vérification générale de tous les titres de propriété. Et il annonce que toutes les terres qui ont été acquises illégalement seront reprises par l'État. Et ça, c'est la ligne rouge. Il ne menace plus seulement la fortune de ces nouvelles élites, il attaque la base même de leur pouvoir. Forcément, cette politique de Dessalines a mis le feu aux poudres. Ça a poussé les factions rivales qui se détestaient à trouver un terrain d'entente. Et elles vont former une alliance de circonstances, mais une alliance qui sera mortelle. Face à cette menace existentielle pour eux, des grands chefs militaires comme Henri Christophe, qui contrôlait le Nord, et Alexandre Pétion, qui dominait l'Ouest, vont mettre de côté leur rivalité. C'est simple, leur fortune, construite sur l'appropriation des terres, est directement menacée. Ils s'unissent donc avec un seul objectif, arrêter la vérification des titres. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, éliminer l'unique obstacle sur leur chemin, Dessalines, pour enfin pouvoir se partager ce qu'ils appellent le gâteau national. Et les conséquences de cet assassinat sont immédiates et absolument dévastatrices. L'unité de la jeune nation, si durement acquise, vole littéralement en éclats. Dès 1807, le pays se scinde en 2. Au nord, le royaume de Christophe, et au sud et à l'ouest, la République de Pétion.
Haïti plonge alors dans une longue, très longue période de division et de guerre civile. Mais attention, l'assassinat de Dessalines n'est pas seulement physique. Ce qui va suivre, c'est aussi une tentative d'assassiner sa mémoire. Il y a eu un effort délibéré pour l'effacer de l'histoire, et surtout pour justifier son meurtre. Pendant 40 ans, imaginez 40 ans après sa mort, le simple fait de prononcer le nom de l'empereur Dessalines était tabou. Son nom a été complètement effacé des récits officiels. Et ces récits étaient écrits, bien sûr, par ceux qui l'avaient tué. Pour bien saisir comment cet héritage a été débattu, comment cette mémoire a été une bataille, il faut regarder le travail de 2 historiens majeurs. Ce sont eux qui ont écrit les premières grandes histoires d'Haïti. Et leurs récits, bien sûr, ont profondément façonné la mémoire du pays pour les générations futures. Et cette bataille pour la mémoire, elle est parfaitement illustrée par ces 2 hommes. D'un côté, on a Bobroun Ardouin. C'est en quelque sorte l'idéologue de la classe élitiste. Il écrit une histoire qui tente de justifier l'assassinat en dépeignant Dessalines comme un tyran sanguinaire. D'ailleurs, il admet lui-même que son travail n'est pas impartiel. Et de l'autre côté, on a Thomas Madiou. Son récit est beaucoup plus nuancé. Il capture bien mieux le sentiment de perte, la douleur du peuple après la mort du père de la nation. Donc vous voyez, comprendre la mort de Dessalines, c'est bien plus que comprendre un complot politique. C'est comprendre les conflits profonds, les fractures originelles qui ont marqué l'histoire d'Haïti. Ces conflits autour de la terre, de la richesse et du pouvoir qui sont là, présents, dès la naissance du pays. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion, une question qui reste ouverte. À quel point la fracture idéologique et économique de 1806 a-t-elle défini l'avenir d'Haïti ? En d'autres termes, est-ce que les défis immenses que connaît le pays aujourd'hui ne sont pas, en quelque sorte, enracinés dans ces conflits jamais vraiment résolus qui ont mené au sacrifice de son propre père fondateur ?